Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Hier soir, c'était la 15e journée du championnat de France de première division avec quand même 4 victoires à l'extérieur. La plus impressionnante, certainement celle de Toulon à Monaco. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens monégasques dans l'équipe de Toulon, mais enfin tout de même. Nancy est allé gagner à la dernière minute à Marseille. Il y a eu également la victoire de Nantes à Laval, elle est importante pour la suite du classement. Et puis une victoire à l'extérieur tout de même, celle du Paris Saint-Germain, qui est allé gagner sur le terrain du Racing, comme les deux équipes ont le même terrain. C'était le déplacement le plus court de l'année. Pour le Paris Saint-Germain, le Racing, ce sera pour plus tard. Mais à Rouen, l'équipe bordelaise a été, elle, tenue en échec par une équipe des Diables Rouges, toujours redoutable, sur la pelouse du stade Robert Diochon. Le match est engagé sur un bon rythme et dès les premières minutes, on a peur, car Dominique Dropsy, touché, se tient le genou droit. On est tout près du match de Bucarest. Mais fort heureusement, l'ancien gardien de but du Racing Club de Strasbourg, maintenant pleinement bordelais, retrouvera la plénitude de ses moyens. Un match équilibré que les joueurs de Robert Vico essayent d'emballer, mais les actions les plus nettes sont apportées au crédit des Girondins, alors que dans les buts bordelais, Dropsy s'oppose avec brio aux tentatives de Didot, de Bertelsen et de Monteil. Encore une fois, Giresse à la pointe du combat, mais Bensoussan est à la parade. Giresse n'a pas connu beaucoup de réussite hier soir à Rouen et il n'a pas pu marquer ce but qui, somme toute, aurait préservé la place de seul leader des Girondins de Bordeaux, privés pour ce match notamment de Jean-Christophe Touvenel, leur champion olympique. Comme les deux attaquants, Dieter Müller et Bernard Lacombe n'étaient pas en réussite, eh bien le match s'est déroulé avec une longue succession de ballons filant devant le but, soit de Dropsy, soit de Bensoussan, mais jamais de solides occasions de but. Pourtant, quelques coups bien joués, mais Bernard Lacombe ici tire au-dessus de la cage de Bensoussan. En fin de match, les joueurs de Bordeaux seront déçus à l'image de René Girard ici, qui échoue dans les toutes dernières minutes de la partie. Résultat nul donc 0-0 entre Bordeaux et Nantes. Une équipe nantaise, Philippe Pouy, qui jouait à Laval, où elle a quand même réussi une sacrée bonne opération. Oui, on est tenté de dire que c'est l'habitude, puisque dans le journal L'Équipe aujourd'hui, on a relevé que sur les 9 derniers derbys, Laval, donc depuis que Laval joue en première division, ne s'est imposé qu'une fois. Donc vous le voyez, Laval ne réussit pas très bien contre Nantes. Et le moins qu'on puisse dire est que c'était aussi le match du jour dans la mesure où les deux équipes restaient sur une bonne série. Nantes sur une série de 9 matchs sans défaite et Laval sur 7 rencontres sans défaite, plus la Coupe de la Ligue et 18 000 spectateurs donc au stade Francis Lebassère pour ce match. Et une première mi-temps un petit peu décevante, où il n'y a guère eu que des tirs qui passaient au-dessus, comme celui réussi à l'instant par Omar Sené. Omar Sené qu'on va retrouver dans quelques secondes pour un petit festival à la suite de ce centre d'Ayache. La balle va venir dans les pieds de Sené et regardez ce qu'il fait. Il a assuré le spectacle de cette première mi-temps. Voilà, c'est bien fait, c'est un petit peu gratuit puisque ça se passait dans le camp de Laval, mais finalement, les plus belles occasions de cette première mi-temps seront tout de même apportées au crédit des Nantais, notamment sur cette action bien menée par Der Zakarian, une belle ouverture, un centre d'Amis et Ali Lodic qui arrive quelques dixièmes de seconde en retard. Et puis sur ce coup franc de Maurice, c'est Touré cette fois-ci qui va échouer, mais là tout le mérite en revient au gardien de Laval, Godard. 0-0 donc à la mi-temps. Mais heureusement, la deuxième période va démarrer beaucoup mieux, notamment à la suite de cette action. Une faute sur le petit Christophe Robert, un coup franc. Boson s'aperçoit que c'est dangereux, alors c'est Maurice qui le tire. La balle revient dans les pieds de Maurice, un centre et une superbe tête d'Ali Lodic. 1-0 pour Nantes, ce sera le seul but, vous le savez, de cette partie. C'est aussi le 13e but marqué officiellement depuis le début du championnat, c'est-à-dire en 15 rencontres par Ali Lodic. Et je crois que c'est le 3e marqué de la tête par le Yougoslave. Alors comme les Lavallois
ne réussissent pas très bien contre Nantes, eh bien le mieux c'est pour eux d'égaliser tout de suite. Sené va encore avoir une occasion de marquer à la suite de ce coup franc joué très rapidement. Il va se lever la balle pour lui tout seul. Un tir terrible, mais Bertrand Demanne repousse. La balle va être écartée par Maxime Bossis, mais encore une fois, donc sur 1 mètre, Omar Sené a montré qu'il avait beaucoup de talent, qu'il était l'un des joueurs les plus agréables et les plus doués de ce championnat de France. Regardez bien ce qu'il fait encore là sur cette action. Évidemment, la finition là laisse un petit peu à désirer, mais c'était pas facile tout de même et Bertrand Demanne réussit un bel arrêt. Les Nantais vont avoir les occasions les plus tranchantes puisque finalement ce sont eux qui ont marqué et là encore ils auraient pu aggraver la marque sur ce tir de Pierre Maurice qui passe à quelques centimètres des buts. En fin de partie, bien sûr, les Lavallois vont tenter de revenir. Sur cette action, ils ont été tout près de réussir puisque la balle a touché la transversale. Bertrand Demanne n'est pas content après son défenseur qui a dû baisser la tête car là, vous allez voir sur ce ralenti, la balle touche un défenseur. Et Bertrand Demanne est un petit peu surpris, mais Bossis là écarte le danger. C'était l'action la plus dangereuse des Lavallois. En fin de partie, bien sûr, ils vont essayer d'égaliser encore par Sené, dont le tir passe encore au-dessus. Et il va y avoir encore une nouvelle action avec, à l'arrivée, un tir d'Edli qui va être contré par... Un tir de Falco, pardon, qui va être contré par Edli, tous les deux étant rentrés en fin de partie. Mais finalement, rien n'y fera, puisque Nantes s'imposera 1-0 face à Laval. Ce qui permet donc à l'équipe chère au président Fontenot de revenir ex aequo avec Bordeaux en tête du classement. Didier Roustan, Philippe Pouy nous le disait à l'instant, 16 000 spectateurs à Laval, il y en avait 18 300 et des poussières payants à Rouen, plus de 35 000 au parc, ça prouve que quand le temps est clément et que les affiches sont bonnes, les gens vont au stade. Ah oui, il n'y a pas de raison, et j'ai l'impression qu'il peut très bien y avoir 2 équipes à Paris, et si elles jouent les premiers rôles, on pourrait assister à une moyenne de spectateurs. Intéressant. Ça, c'est pas ce qui se passe en ce moment. moment. C'est pas ce qui se passe, mon pauvre Thierry, où sont les derbys d'antan, oui, quand vous aviez en culotte courte, voilà les Racing Stade, c'était beau, et on s'amusait bien et tout. C'était dans le vieux parc. Maintenant, il y a un beau stade tout neuf. Bah oui, avec des ascenseurs qui fonctionnent mal. Qui fonctionnent très très mal. D'accord. Enfin, on arrive quand même à s'en sortir, oui, je vois ça. Bon, alors parlez-nous un petit peu de ce derby. Alors, ce derby, bon, ben, effectivement, il y avait beaucoup de monde, un public qui était prêt à s'enflammer, qui attendait quelque chose, et puis il a attendu jusqu'à la 70e minute, c'est-à-dire jusqu'au but de Suzic, évidemment. Après, ça a emballé le match. Disons que l'idéal aurait été sans doute, c'est l'éternel rengaine, que l'une des 2 équipes marque le plus rapidement possible. À partir de cela, c'est l'éternel rengaine aussi, les autres se seraient livrés, il y aurait eu des contre-attaques, enfin tout le délire. Et puis ça s'est passé qu'à la 70e minute, donc c'était un peu tard. Et puis c'est vrai, ce sont 2 équipes qui se cherchent, qui réussissent qui enregistrent pas mal de mauvais résultats ces derniers temps. C'est sans doute les raisons pour lesquelles nous n'avons pas assisté à un très grand derby, même si les joueurs du Racing, comme ici avec Citer, Auckland et Piet, ont tenté quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'elle avait besoin de points, cette équipe du Racing, et qu'elle se devait de faire le jeu. Bon, c'est sûr qu'on jouait à domicile pour le Racing, enfin c'était la même chose pour le Paris Saint-Germain, et effectivement c'était le déplacement le plus court de l'année. Janol, ici de son poste de libéraux, une bonne petite frappe de balle. Alors il s'est passé plusieurs choses, là c'est un montage, bien entendu on a l'impression que ça joue relativement vite. Mais cela n'a pas vraiment été le cas, ça a joué par à-coup. Ici c'est Charbonnier qui tente sa chance, Charbonnier qui avait remplacé Toko, blessé en tout début de partie. Et maintenant, on enchaîne, mais toujours avec une contre-attaque du Paris Saint-Germain. Niederbacher pour Suzic. L'Autrichien va rapidement se replacer. Il est assez bon de la tête, il le prouve ici. Malheureusement, il a encore du mal à cadrer. Mieux, ces reprises de la tête. Niederbacher, Suzic. Maintenant, qui est toujours redoutable dans les face-à-face, s'est accéléré au bon moment. Ici, il se laisse tomber, à mon avis, volontairement. Je ne suis pas persuadé qu'il y a une faute de Ben Babou qui cherchait le coup franc. En fait, le coup franc sera tiré par le mou et n'amènera pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle on ne le verra pas. Et on continue donc toujours. Et la plus belle occasion pour le Racing, eh bien la voici, entre Citer et Keke. Enfin, la deuxième fois, c'était plus difficile puisque les joueurs du PSG s'étaient bien placés. Mais la première... ça pouvait faire mouche. Donc on se dit que tout est possible, qu'il suffirait de presque rien, peut-être quelques années de moins, comme disait Reggiani, mais ce n'est pas ça. Peut-être sur cette action, ça c'est la plus nette pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps avec Gérard Lantier et Patrick Bass. Gérard Lantier qui a été très correct, puisqu'il n'a pas trop insisté. Ça pouvait être
dangereux. Finalement, vous entendez comme moi, on pourrait peut-être pousser un petit chouïa le son. Ce sont sous les sifflets donc que les 22 joueurs regagnent les vestiaires. Une bonne tête, là il a très bien pivoté. Alain Coyol, nous sommes en deuxième période, à la 53e minute, histoire d'être précis. Au départ, il y avait un coup franc de Suzic. Et finalement, c'est le Racing qui va tenter le tout pour le tout dans le début de cette première mi-temps, deuxième mi-temps, le premier tiers de cette deuxième mi-temps, notamment avec Citer qui donne très bien dans le trou à Auckland. Et là, on a eu très peur quand même pour Jean-Michel Moutier. Le ballon était glissant, le terrain aussi, car il avait un peu plu. Auckland a glissé. Bon, voilà, il s'excuse et il a sans doute compris qu'il avait quand même effectué un geste qui pouvait s'avérer dangereux. Toujours sur le côté gauche avec Philippe Piette qui a été très bon hier soir, tout comme Ben Mabrouk d'ailleurs. Ici, il a bien échappé à un tacle de Fernandez. Auckland est contré et il avait bien échappé avec le ballon mais aussi les jambes, car le tacle pouvait faire mal là aussi. Charbonnier pour Niederbacher, Suzic. Dans le trou pour Jean-Claude Lemouille, il y a un coup de sifflet. On ne comprend pas trop pourquoi, car le juge de touche n'a pas levé son drapeau et ensuite bon, ce sera une sortie de but, peut-être un supporter. Un petit malin qui s'exerçait dans les tribunes et qui était donc du côté du Paris Saint-Germain. C'est normal puisque ça a failli profiter au PSG. Finalement, encore Suzic, l'un des rares joueurs à ne pas avoir été trop décevant quand même dans cette partie, même s'il est vrai qu'il joue toujours peut-être un peu trop par intermittence, ne pèse pas assez sur le jeu. Ici, vous avez vu un tir de Couriol, mais ça fait de Suzic. Eh bien, la réussite va être de son côté sur cette action. Il a bien passé Honorine, qui était son garde du corps. Et finalement, c'est lui aussi qui est à l'arrivée de cette action. Un joli 1-2 avec le talon de Victor Zvenka. C'est ce qui s'appelle avoir de la réussite et même carrément de la chance, finalement. Il fallait s'y attendre dans ce genre de match. Ça s'est joué sur un coup de billard. Un coup de talon. Le talon d'Achille. Vous voyez, de Victor Zvenka qui avait suivi Niederbacher, bien entendu. Zagar, lui, est pris à contre-pied. Trop tard, Suzic, lui, est toujours de face. C'est plus facile pour lui d'être le premier sur ce ballon. Il a poursuivi tranquillement. Et donc, 1-0 pour le PSG. Vous savez que ce sera le score final. Donc, l'unique but. Mais le Racing aurait quand même, je crois, mérité le match nul sur ce que nous avons vu en deuxième mi-temps, notamment sur cette superbe action d'Ekeke qui avait rendu fou Janol un peu là. Et cette très belle reprise de la tête d'Auckland. Jean-Michel Moutier était bel et bien battu. Ça sourit au PSG, ça sourira peut-être au Racing, au match retour. Nous verrons bien. Et maintenant, quelques petites interviews de deux anciens des Minguettes. C'est un derby passionnant. Je pense que le monde peut être satisfait. Bon, en première mi-temps, ils n'ont pas eu tort peut-être de siffler parce que le match avait tendance à pas s'engager. Le Racing a accéléré en deuxième mi-temps. Nous, on a quand même joué aussi. Et bon, c'est un bon derby, un derby serré comme il le fallait. 1-0, ça vous paraît correct? Personnellement, je suis satisfait. Je suis pas content pour mon ami Ben Mabrouk parce que j'aurais voulu qu'il gagne aussi. C'est la loi du sport, il faut un vainqueur, c'est nous. La prochaine fois, ce sera peut-être lui. Louis a dit qu'il était déçu pour vous. C'est vrai, nous on est très déçus aussi. Pour nous, c'est quelque chose de très important. On aurait préféré une victoire, bien sûr, parce qu'on est mal placé. Enfin, maintenant, il faudra resserrer les coudes. Bruno, donc c'était vous qui interviewez Ben Mabrouk et Fernandez, deux joueurs qui se respectent. Dans l'ensemble, d'ailleurs, le match a été correct. Et vous avez un petit peu fouiné dans les tribunes, car là, effectivement, on pouvait craindre le pire dans ce genre de derby avec ces fanatismes. Et puis quand on connaît certains supporters, ça s'est passé comment? Ben oui, on espérait bien sûr un derby dans les tribunes, un derby des spectateurs, ouais, à l'image de celui des années 50, je veux dire des gens qui étaient passionnés par le football. En réalité, et on ne verra pas d'image malheureusement pour des raisons techniques, mais en réalité, on a vu un petit derby dans les tribunes également. Et on a vu surtout deux clubs ou deux clans en tout cas qui étaient avec des forces relativement disproportionnées. D'un côté le Racing Paris avec leur club de supporters, un an d'existence, 2000 adhérents. En face bien sûr les hooligans et bien sûr les hooligans par la voix et par le geste ont pris la mesure de supporters du Racing. Et au milieu bien sûr une trentaine de mille de spectateurs. Des spectateurs anonymes, passionnés par le football parisien, des spectateurs qui sont bons à prendre pour l'un et l'autre club et qui sont enthousiasmés aussi bien pour le Paris Saint-Germain que pour le Racing. Donc il y a la place, et ils l'ont exprimé, il y a de la place pour les deux clubs, et ils sont prêts à supporter les deux clubs. Vous n'avez pas assisté à des bagarres entre hooligans et supporters du Racing Club de France? Peut-être un peu d'intox. Oui, beaucoup d'intox. Ceux du Racing ont évité surtout de provoquer les supporters des hooligans. À la fin, peut-être quelques incidents, mais il ne faut pas revenir là-dessus, parce que ce serait encourager des pratiques qui ne devraient jamais exister sur un stade. Et autour d'un stade, quand le match se termine. Bruno Fuchs, merci. Et puisque Didier Roustan
nous parlait à l'instant des anciens des Minguettes que sont Ben Mabrouk et Luis Fernandez. Eh bien, signalons qu'ils seront partenaires tous les deux cet après-midi avec l'équipe des Minguettes qui réceptionnera le Variété, mais je ne sais pas dans quel état car la nuit a été chaude. Frédéric Jaillant, alors comment ça s'est passé à Toulouse? Un petit but de Stopira et puis s'en va? Oui, c'était pas un derby du tout, c'était un bon match et Stopira a marqué, c'était terminé, 1-0 pour Toulouse. Enfin, c'était terminé pas si évident parce qu'en deuxième mi-temps, Lille a fait le forcing et puis a été bien près d'égaliser en plusieurs circonstances. Là, c'est un petit peu avant le coup d'envoi, un petit peu après le toss, embouteillage au milieu du terrain. Les joueurs des deux équipes vont dans leur camp respectif. Et puis, 5 minutes après ce coup d'envoi, la première action dangereuse de la partie. Un ballon sur la droite pour Meudic. Il remet au centre instantanément pour Bureau et ça passe tout près. En plus, Bureau et Bergerot se sont télescopés sur cette action. Vous allez le voir, un choc assez violent. Bureau ne pourra pas se relever, enfin il se relèvera dans un premier temps, mais contrairement à Bergerot, il devra sortir du terrain, aidé d'ailleurs par le numéro 7 de Toulouse, Brisson, qui lui-même, un peu plus tard, devra aussi quitter le terrain, victime, semble-t-il, d'une entorse du genou. Bref, ça ne commençait pas très bien, mais ça va aller mieux rapidement, un match de bonne qualité en première mi-temps, et puis un but pour Toulouse, un but marqué par Stopira, qui donne en retrait ici à Durand. Petite balle lobée, déviation de la tête d'Abega, contrôle de Stopira et but 1-0 pour Toulouse après 22 minutes de jeu. On revoit au ralenti et c'est le 9e but de Yannick Stopira cette saison. Il reconnaissait sportivement hier soir dans Multifoot que le but marqué par Toulouse à Rouen ne devait pas lui être accordé. Enfin, c'est un beau total quand même et il est meilleur buteur pour l'instant français du championnat. Il aurait pu marquer d'ailleurs un petit peu plus tard un deuxième but, mais là il manque quelque peu son contrôle. Et puis encore un petit peu plus tard, coup franc de Demergue et tir terrible de Christophe avec à la clé une belle envolée de Motet. Donc toujours 1-0 pour Toulouse qui a dominé donc en première mi-temps et qui va encore se créer une belle occasion ici à la suite de cette action. Ballon récupéré par Stopira sur la gauche pour Durand, centre au premier poteau, Lacombe arrive en pleine course, extérieur du pied droit et c'est passé tout près, début gardé par Motet. Et puis fin de première mi-temps, terrible coup franc de Planck et bon arrêt de Bergerot. Mais comme ce coup franc n'a pas été marqué, eh bien Lille était toujours mené 1-0 à la mi-temps. La deuxième période, maintenant l'arbitre M. Rivière regarde si tout va bien. Pas de problème. Il a été très bon d'ailleurs hier soir, M. Rivière, sauf une petite erreur, on verra tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est un coup franc de Savic et encore Bergerot. Bon aussi, lui, hier soir, qui a réalisé un match parfait. Et donc, domination plutôt lilloise, par contre, en deuxième période, avec tout de même quelques contres toulousains, comme celui-ci, tir de Lacombe, un joli tir, et Motet n'est pas content du tout. Domination donc des Lillois en rouge avec quelques occasions comme ici et surtout une faute, je crois, indiscutable de Christophe qui a taclé un petit peu à retardement et c'est indiscutable aussi. C'était dans la surface de réparation et c'est l'erreur dont je vous parlais de M. Rivière. Il a vu ça en dehors, il indique coup franc. Et évidemment, Guyon qui était à l'origine de l'action est furieux. Guyon qu'on a retrouvé là qui a centré. Ballon cafouillé un petit peu devant la surface de réparation toulousaine, pardon. Et Abega qui le perd, ce ballon, il profite à Primorac pour Meudic. Un bon tir de l'intérieur du pied et bon arrêt une nouvelle fois de Philippe Bergerot. Les Lillois veulent égaliser, bien entendu. Ils vont encore essayer de le faire à la suite de ce centre de Guyon. Meudic qui a failli reprendre de la tête. Mais finalement, ce sont les Toulousains qui auront la dernière occasion du match. Avec cette action, Péan qui s'empare du ballon devant Laurent Rousset, mais peut-être un petit peu trop facile. Là, il relance et puis interception de Lacombe. Un tir qui passe à côté et Motet a beau se dépêcher. Eh bien, Lille a été battu à Toulouse 1-0. Alors nous avons vécu 4 matchs, les 4 qui étaient les matchs du multifoot d'hier soir. Il en reste 6 avec notamment, je vous l'ai dit, les victoires de Toulon à Monaco et de Nancy à Marseille, de même que le carton des jeunes Sochaliens face à Bastia, la très large victoire de Lens contre Tours, la Lanterne Rouge, la victoire et les 2 buts de Tony Kurbos avec Metz contre Auxerre. Nous allons voir tout ça en images grâce à Jean-Pierre Draxuc. Tout de suite.
Et tout d'abord, rendons-nous à Metz pour un match intéressant entre l'Européen Metz et le 3e du championnat, Auxerre. Auxerre à l'attaque, une de Zarmac-Garande, et Zarmac ouvre la marque à la 35e minute. Tout de suite après, Auxerre est bien près d'aggraver sur ce coup franc de Cuperli. Le ballon parvient à Ferreri et le tir de l'international s'écrase sur la barre. Début des torts. Metz réagit et place quelques attaques très incisives, mais pas de chance pour les Lorrains. Batz est là, et bien là dans les buts bourguignons. La mi-temps est sifflée sur un avantage d'un but pour Auxerre, mais à la 62e minute, sur cette ouverture de Bernad, Metz égalise par Kurbos de la tête. Le jeu devient passionné, l'arbitre devra distribuer 4 cartons jaunes. Il s'en faut de peu ici que sur cette action collective, Auxerre ne reprenne l'avantage. Beaucoup de chance pour Ettore. Mais c'est Metz qui, à un quart d'heure de la fin du match, devait inscrire le but de la victoire par Kurbos, encore lui. Bocandé, talonnade pour Bernad. Le tir de Bernad est contré et Kurbos, qui a bien suivi, marque 2-1 pour Metz, victoire finale. Pour une fois, il y avait de l'ambiance hier soir au stade Louis II à Monaco pour le derby de la Côte d'Azur, Monaco-Toulon, avec des Toulonnais déterminés à l'image de Dib, qui slalome à travers une défense monégasque, quelque peu figée semble-t-il. Monaco va se créer une très belle occasion sur cette action, et un tir d'Onis sur le poteau. Paganelli, qui a suivi, le tir est contré. Coup franc pour Monaco, un tir magnifique de Bravo, Olmeta s'y reprend 2 fois. Score vierge à la mi-temps. 0-0, on semblait s'acheminer vers un nul qui paraissait équitable. Les Toulonnais prenaient des risques. Et à la 79e minute, Courbis, une longue passe pour Benedet. Simon tente d'intervenir, mais Benedet ouvre la marque pour les Toulonnais. À 3 minutes de la fin du match, corner pour Toulon, tiré par Raymond et tête d'Onis qui marque contre ses anciens coéquipiers monégasques. 2-0 pour Toulon, imaginez la joie de Delio Onis. Très grand plaisir, c'est la première fois que je marque en championnat depuis que je suis parti de Monaco. Et c'est la première fois que j'arrive à battre Monaco. J'étais plusieurs fois malheureux, même avec Jean-Luc Ettori, j'ai tiré plusieurs fois le poteau. Ce soir une autre fois. Et en plus, bon, mais c'était le but qui me libérait complètement. Parce qu'il restait 3 minutes à jouer et tout pouvait arriver encore. Vous savez, quand vous êtes 0-0 à la maison, on essaie de faire la différence. Nous, les Ariens, ils sont obligés de monter, d'essayer de faire un joueur de plus pour trouver la faille. Et je crois que bon, les contres, on s'en sert nous aussi à l'extérieur. Et ça, c'est la chance qu'il a voulu qu'on perde. Mais je crois que Toulon a très bien joué le coup et il ne faut pas leur en vouloir. Je crois que nous, il va falloir remédier beaucoup de choses et surtout essayer de trouver un jeu un peu plus collectif et un peu plus vite. Marseille, en blanc, recevait Nancy au stade Vélodrome. Une équipe de Nancy qui a toujours posé de gros problèmes aux Marseillais à domicile, qui ne l'avaient emporté que 2 fois en 9 rencontres. Eh bien, une fois de plus, les Nancéens seront catalogués comme la bête noire des Marseillais. À la toute dernière minute du match, les Verts allaient obtenir un coup franc pour une faute sur Picaud, que voici, à la limite de la surface de réparation. Toute dernière minute, et c'est Pérez qui, du pied droit, tire ce coup franc. Dans la lucarne opposée des buts de Lévy, Nancy l'emporte 1-0. Et au stade de Sochaux, un stade de Sochaux noyé dans la brume, branchez bien vos anti-brouillards et vous verrez sur ce long centre d'Aguerbec une reprise de la tête de Paille. 1-0 pour Sochaux à la 29e minute. Sochaux toujours à l'attaque, une action collective qui va se terminer par un tir de Sauzé. Mlinarzik ne peut maîtriser et Fernier, qui avait suivi, marque le 2e but pour Sochaux. 40e minute, corner pour Sochaux tiré par Fernier et c'est Collin d'une tête splendide qui marque le 3e but. 3-0, c'est le score à la mi-temps. Les choses semblent entendues et elles le sont, mais Sochaux devait encore aggraver le score à la 67e minute. Un pénalty est accordé pour cette faute d'Ottavioni sur Fernier. Fernier qui va se faire justice lui-même en inscrivant son 2e but de la soirée. Sochaux bat Bastia 4-0. Malgré la place des Tourangeaux, beaucoup de monde hier soir à Bollard. Et le premier but marqué ici du pied gauche par Chérif Oudjani, pas encore 20 ans, qui était titularisé hier au poste d'avant-centre. Le second but marqué encore par Oudjani. Un très bon tir de Vertruis, repoussé par Desrousseaux, du pied gauche encore, score à la mi-temps 2-0. Dès la reprise, à la 46e minute,
Les Lensois vont marquer le 3e but par l'arrière droit de Planche. Desrousseaux est sorti, pied gauche encore. Mais Tours va sauver l'honneur. Et le score sera de 3-1 sur ce centre de Fonseca. Marque. Toujours du gauche. Et le 4e but lensois, le 3e de Chérif Oudjani. Du pied gauche, Lucarne. 4-1, ce n'est pas fini. Sur ce coup franc de Zouereb, Brisson trompe Desrousseaux pour la 5e fois. Et débordant à droite, Zouereb va centrer sur le Polonais Klokinski. 6e but. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous habituer à percer le brouillard, mais suivez bien, on joue depuis moins de 5 minutes, ça va aller très vite. Brest est en maillot blanc, le numéro 10 là-bas sur la gauche, c'est Joël Henry, et c'est lui qui va ouvrir la marque, et le voici Joël Henry. 5 minutes de jeu, Brest 1, Strasbourg 0, c'est bien mal parti pour les Alsaciens, mais en 85 minutes il va se passer bien des choses. Ce tir de Souto notamment, que Charlery dévie en corner. Et puis l'égalisation qui ne va pas tarder, ça part de Kelch et ça va revenir à Kelch et ça rentre, voilà, un but partout. Voilà le classement donc après cette 15e journée, c'est nos amis Jean Crinon et Christian Daniel qui ont suppléé dans le brouillard notre ami Jean-Pierre Draxuc. Vous voyez donc que Nantes a rejoint Bordeaux et il semble bien que ce titre 1985 se jouera entre ces deux équipes qui ont fait le trou. Un fossé qui risque de s'accentuer dans les journées à venir. Dans la deuxième moitié du tableau, eh bien, le Racing Club de Paris, battu donc dans la première manche du derby, descend et la situation des hommes de Alain de Martigny devient maintenant inquiétante car il va falloir redresser la barre. Là, ils sont en très fâcheuse posture. Les buteurs à présent. Alors Stopira nous l'a dit lui-même, ça n'est pas 10, c'est 9. Il faudra donc en tenir compte à l'avenir. Ali Lodzik a encore marqué. On le sait, il vise le titre des buteurs pour cette saison. Kelch aussi a marqué, on vient de le voir, ainsi que Da Fonseca, l'Argentin de Tours. En ce qui concerne la deuxième division, peu de rencontres hier soir, 2 rencontres, une par groupe. Voyons ça sur nos habituels panneaux. Dans le groupe A, Reims a battu Angers grâce à un but de l'inévitable Carlos Bianchi, plus goléador que jamais. A signaler ce soir que le leader Mulhouse sera à Paris, ou plus exactement à Saint-Ouen, où il affrontera le Red Star, un match difficile. 2 rencontres passionnantes dans ce groupe A. Le Havre reçoit Rennes et Guingamp reçoit Valenciennes, alors que Orléans, actuel 3e au classement, sera en danger à Abbeville face à l'équipe que dirige Pierre Garcia, l'ancien Rennais. Dans le groupe B, à présent, une victoire de Lyon, courte victoire mais utile grâce à un but de Bocchi à la 71e minute. Lyon a battu Valence. Ce soir, Nice, le leader, recevra Guignon. Montpellier, son dauphin, effectuera un court déplacement mais difficile à Martigues. Et un match, là encore, très ouvert et passionnant entre Nîmes et Cannes. Voilà pour le football national. Il n'y avait pas grand-chose sur le plan international cette semaine. 3 petits matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avec une surprise, la victoire à Istanbul en Turquie de l'équipe de Finlande qui a gagné par 2-1, prenant la tête de son groupe, le groupe dans lequel figure l'Angleterre. Les Anglais qui avaient eux-mêmes passé 5 buts à ces mêmes Finlandais, qui ne devraient donc pas avoir de gros problèmes pour se qualifier. Mais voyons les autres rencontres, et notamment celle qui voyait opposer la Pologne à Varsovie à une étonnante équipe d'Albanie, en gros progrès. L'Albanie qui avait tenu jusqu'à la dernière demi-heure de jeu contre la Belgique à Bruxelles, et qui là concède un but réussi par Smolarek, l'ailier gauche. La Pologne, qui joue en maillot blanc, mène par 1-0. Mais en deuxième mi-temps, par Minga, un bien joli lob, ma foi, les Albanais vont dans un premier temps égaliser. Et un petit quart d'heure plus tard, prendre l'avantage à Varsovie contre la Pologne, 3e de la dernière Coupe du Monde, grâce à un but de Kola. 3 minutes plus tard, les joueurs polonais vont égaliser par Palaz, mais décidément, il faut tenir compte de cette équipe d'Albanie. En gros progrès, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour être les troubles faits de ce groupe 1. La Tchécoslovaquie recevait l'équipe de Malte avec un premier but signé Janeka. 1-0 à la mi-temps, 2-0 pour les Tchécoslovaques puisque Yarolim a doublé la mise. En deuxième période, encore Janeka
qui marque le 3e but. Quant au 4e, il sera réussi à la suite de cette action où il y a un indiscutable penalty de sifflet. Penalty qui sera transformé par Berger. Et 4-0 pour l'équipe de Tchécoslovaquie face au petit du groupe, Malte. Vous savez qu'on a beaucoup parlé cette semaine, le ministre Alain Calmat, le ministre des Sports, était présent dans notre studio dimanche soir pour en parler avec la rédaction de TF1 et Jean-Michel Lelio, de ce fameux loto sportif qui va voir le jour. Certains évidemment s'interrogent pourquoi un loto sportif et pourquoi tout simplement pas un concours de pronostics qui aurait certainement plus les faveurs du public. Alors pour vous faire une idée un petit peu de ce phénomène qu'est le Toto Calcio, regardez un petit peu ce qu'est justement le Toto Calcio de l'autre côté des Alpes, en Italie. C'est un reportage d'Alain Chailloux, notre correspondant. Le Toto Calcio en Italie a presque 40 ans. En fait, il a été inventé en 1946 par un journaliste. Et c'est plus qu'un simple jeu. C'est une véritable institution. En fait, s'il n'existait pas, je crois bien qu'il faudrait l'inventer. Les chiffres sont à peine croyables. 20 millions d'Italiens y jouent, c'est-à-dire 1 sur 3. Et le joueur type dépense plus pour les paris sur le football que pour sa santé ou ses lectures. Moi je joue environ 10 milliards par semaine. Et vous avez déjà gagné? Oui, une fois, j'ai trouvé 12 résultats sur 13. C'était rien d'exceptionnel, autour d'1 million de lire. C'est dur de gagner. Et vous savez, il y a 13 matchs et il faut trouver tous les résultats. C'est presque impossible. On arrive de temps en temps à 12, 13, jamais. Moi, je n'ai pas encore eu cette chance. Chiffre d'affaires du Toto Calcio en 83, 750 milliards de centimes. Somme jouée le week-end dernier, 22 milliards de centimes. 310 joueurs ont fait un sans faute, c'est-à-dire trouvé les 13 bons résultats. Ils ont touché 7 millions de centimes chacun. C'est peu, on a vu mieux, beaucoup mieux. Le principe est simple, un enfant peut comprendre. Il s'agit de prévoir les résultats de 13 matchs, 8 de première division et 5 de deuxième ou troisième division. À cet effet, il faut remplir une fiche spéciale prévue à cet usage. On inscrit le chiffre 1 pour une victoire à domicile, le chiffre 2 pour une victoire à l'extérieur ou la lettre X pour un match nul. Mise minimale, 3,50 francs. Bref, pour reprendre une formule connue, le Toto Calcio, c'est facile, c'est pas cher et ça rapporte gros, sinon aux joueurs, du moins au CONI, le comité olympique italien, qui recueille les sommes et les répartit de la façon suivante. 27% pour les caisses de l'État, 38% pour les parieurs et 35% pour les différentes fédérations sportives qui disposent donc de moyens suffisants pour travailler comme il le faut. Ce qui explique sans aucun doute les bons résultats du sport italien en général. 15 médailles d'or aux derniers Jeux olympiques pour l'Italie, faut-il le rappeler. Bref, le Toto Calcio, ça n'est peut-être pas très moral, mais ça marche fort, ça marche même très fort et c'est très utile pour l'ensemble du sport italien. L'Italie dominicale est une république fondée sur le Toto Calcio, écrivait il y a peu un journal italien, et il a bien raison. L'engouement est d'ailleurs tel qu'il a fini par donner quelques mauvaises idées à des personnes indélicates qui ont organisé des paris clandestins sur le football, des paris dans lesquels furent compromis plusieurs joueurs célèbres, à commencer par Paolo Rossi en personne. Oui, mais c'était il y a longtemps et Paolo, depuis, a payé et a été blanchi. Alors, pourquoi pas de concours de pronostics en France, me direz-vous? Eh bien, je crois savoir que certaines fédérations ne verraient pas cela d'un bon œil. Elles en ont peut-être un petit peu assez qu'on parle beaucoup du football et un petit peu moins d'autres fédérations. Mais ça, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ça n'est peut-être pas tout à fait vrai. En tout cas, en ce qui concerne le football international, eh bien, le gratin était présent cette semaine au Lido à Paris. C'était la traditionnelle journée des remises des récompenses de la saison passée. Et ils étaient tous là, à commencer par Yann Rush, l'avant-centre gallois de Liverpool, qui recevait le soulier d'or des mains de notre ami Roger Piantoni. Yann Rush qui a bien manqué à son équipe de Liverpool, mais qui est rentré en Coupe d'Europe et qui a marqué 3 buts avec ses 2 dauphins, le petit Claesen et le grand Van Basten. Et puis les Français, Onis, le moins jeune, et Garand, le tout à fait jeune, notre champion olympique, les 2 meilleurs buteurs français de la saison écoulée avec 21 buts, qui reçoivent chacun un trophée. Et puis évidemment Michel Platini, 3 trophées à lui tout seul, celui de meilleur buteur italien, encore une fois,
celui de meilleur buteur européen à l'occasion du championnat d'Europe, et puis celui de ballon d'or du championnat d'Europe. Ça vaut bien un grand et large sourire. Et Beckenbauer qui lui tient même un de ses trophées. Il n'a que 2 mains, Michel, et il a 2 pieds, mais c'est difficile de tenir les trophées avec les pieds. Et Jean Tigana qui est bien revenu, lui aussi, 2e des championnats d'Europe. Il a été tout à fait remarquable. Certains ont même pensé qu'il avait été le meilleur Français. Et puis la photo de famille avec Domergue qui est là, avec Henri Michel et avec Rust, le Sochalien, capitaine de l'équipe de France, championne olympique. Bref, une bien belle matinée au Lido où chacun a reçu son trophée. Voilà, ce téléfoot se termine. Je voudrais vous présenter un livre. C'est un beau livre pour tous les amoureux de l'OM, et en disant cela, je pense à Mario Zatelli qui doit regarder cette émission, ça va lui rappeler de bons souvenirs. Lucien Grimaud, Alain Pécheral, chez Lafon, la grande histoire de l'OM, et il y en a des histoires à raconter avec l'OM, 9 fois vainqueur de la Coupe de France. Le numéro tout chaud qui vient de sortir de 11, le magazine en couleur du football, avec Alain Giresse en couverture. Et puis, Francis Le Goulven nous a apporté son petit dernier, Football Sélection, numéro 42. Voilà, tous les magazines de football qui sont sortis cette semaine. Il me reste à prendre congé de vous, non sans vous signaler, bien sûr. Ah, vous avez vu, Jean-Michel Larquet n'est pas là. Il est retourné à Saint-Étienne sur les lieux de ses crimes, le bon Jean-Michel. Et il va assister demain en division d'honneur à la rencontre opposant l'Etrasport de notre ami Jacques Didier au Nordcap de Grenoble. C'est le match au sommet de ce groupe en division d'honneur. Mais Jean-Michel va bien, soyez-en rassurés. Oui, je voudrais qu'on dise un mot pour les clubs français qui disputeront leur match retour de Coupe d'Europe à l'occasion du mercredi qui vient. L'équipe de Bordeaux sera donc à Bucarest. Bonne chance aux Bordelais, c'est tout à fait jouable, il faut qu'ils en soient persuadés. Les Parisiens du PSG iront à Vidéoton sans beaucoup d'espoir, mais qu'ils se souviennent de ce qu'a réalisé le Football Club de Metz à Barcelone. Enfin, ce Football Club de Metz devra marquer 2 buts sans en prendre un face aux Allemands de l'Est de Dresde. Moi, j'y crois, et il faut qu'eux-mêmes, ils y croient aussi. Voilà, bon après-midi, ce téléfoot est terminé. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Je crois que ce sera le 257e de téléfoot. Bon après-midi.